Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre décryptage quotidien de l'actualité entre 19h et 21h de lundi à vendredi. 4 à 6 heures de temps d'attente imposé aux usagers de la sortie est de la ville de Douala. Depuis bientôt 2 semaines, la capitale économique étouffe. Le projet de prolongement d'élargissement du boulevard pour ainsi faciliter la circulation jusqu'au pont sur la Dibamba piétine. Conséquence directe des bouchons monstrueux du fait de l'absence d'une véritable voie de contournement. Un axe alternatif qui, selon l'ingénieur en chef de la République du Cameroun, fait 18 km. Et pendant ce temps-là, ce sont les usagers qui trinquent. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h. La grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Pénétrante est la ville de Douala, les usagers esclaves de l'incompétence. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joseph-Marie Elundo. Bonsoir Joseph-Marie. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, membre de la société civile. Vous qui empruntez cet acte tous les jours, vous avez beaucoup de choses à dire. Je voudrais surtout m'inscrire, comme d'habitude, dans la voie de l'analyse objective. Oui. Sans langue de bois, bien sûr. Vous pensez qu'il y a la langue de bois depuis Non, sans chercher quand on regarde ce qui se passe à Yassa? Non, vous savez que nous suivons bien ces émissions. Au quotidien, nous suivons tous les soirs. Oui. Nous suivons aussi les interventions de certains des internautes, etc. Il y en a qui pensent qu'on doit toujours être pour ou contre quelque chose. Mais je pense qu'on peut aussi choisir de faire l'analyse propre, l'analyse objective. Si on marche sur vous, ça veut dire que l'analyse a marché sur vous. Si on vous évite, ça veut dire que l'analyse vous a évité. C'est simplement pour cela que je dis que nous allons rester dans l'axe d'analyse objective. Voilà, merci José-Marie Lundou. En face de vous, Elie Tchema. Bonsoir Elie. Bonsoir Serge-Alain. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci d'être invité ce soir. Oui. Et j'espère qu'avec le sujet, on va apporter quelques éclaircissements sur tout ce qui se passe à Douala aujourd'hui. Voilà, à côté de vous, Maître Joseph-Claude Bilika. Bonsoir Maître. Bonsoir. Avocat au barreau du Cameroun, mais surtout ce soir sur ce plateau en tant que membre du comité de suivi du budget d'investissement public région du littoral. Oui. BIP. Oui, j'ai été membre, j'ai été président, vice-président, président par intérim pendant 1 an du comité BIP pour le Vouri. Le Vouri. Depuis environ 6 ans, je suis membre du comité BIP pour le littoral. Ok. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Hilaire Zipan, il est très souvent présenté comme conseiller municipal, mais ce soir, je vous ai invité en tant que transporteur. C'est exact. Voilà. Hilaire Zipan, je commence avec vous. Depuis quelques semaines, déjà la mesure du préfet Machier qui demande comme ça aux gros porteurs d'attendre 21 heures pour circuler. Comment vous avez accueilli ça? D'abord, en tant que transporteur, membre du syndicat SNTRC, que vous connaissez très bien, donc l'honorable Simé en est le président, il va sans dire que ce problème nous a préoccupés au plus haut point. Et nous avons vu les problèmes venir au regard de l'amateurisme de la société qui conduisait les travaux. La première phase a été menée par une société professionnelle. Les voies de déviation existaient tant bien que mal, c'était Yassa. Elles étaient plus ou moins entretenues. Et lorsqu'on a connu les pics d'embouteillage, il y avait des solutions de rechange. La deuxième phase, celle-ci, ne donnait pas beaucoup de possibilités. D'où la nécessité absolue de créer une voie de contournement. Au regard de la configuration de la municipalité de Douala 3e, il n'y avait pas beaucoup de voies de dégagement. Cette étude devait être menée au préalable, avant l'attribution du marché. Voilà. Elle n'a pas été faite. Au regard des propos tenus par le maître d'ouvrage, à savoir le ministre des Travaux publics, pas plus tard qu'hier.
Face à ces situations rocambolesques, difficiles à accepter, compte tenu du qualité stratégique de cet axe, qui dessert non seulement la capitale, mais surtout la sous-région. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en concurrence farouche aujourd'hui avec les pays tels que le Congo, oui, qui veut nous retirer des parts de marché. Nous sommes en concurrence avec du côté du Soudan. C'est vrai que le pays connaît pas mal de problèmes pour ce qui est du pays limitrophe comme le Tchad. Nous sortons d'une mission interministérielle conduite par le Premier ministre, chef de gouvernement, sous la tutelle du ministre Ngale Bibehe, ministre du Transport. Et nous avons adressé une problématique, cela avec les différents ports, le port de Douala et le port de Kribi. Tous ces rapports ont été adressés. Malheureusement, nous venons d'avoir encore notre coup de fouet. Je vous donne quelques chiffres. Au quotidien, sorti du port de Douala, ça va à peu près 350 conteneurs. Depuis 6 jours. Au quotidien. Au quotidien. Depuis 6 jours, rien ne sort. Le surestalis des navires. Ça ne sort pas parce que c'est. Il n'y a pas de camion. Il n'y a pas de camion. Les camions se trouvent de l'autre côté du Un port, c'est d'abord le transport. Oui. Un port n'existe pas sans transport. C'est l'évacuation des marchandises. Donc, nous sommes en droit aujourd'hui à peu près 350 conteneurs multipliés par 4 ou 5. C'est déjà l'engorgement au port de Douala. Il n'y a pas de conteneur retour, il n'y a pas de conteneur sorti. Le surestalis des navires, qu'est-ce qu'il va payer? Les balises de douane, qu'est-ce qui va s'en occuper? Le surestalis, c'est également des conteneurs en retour qui va s'en occuper. Et mieux, c'est alors que le ministre, le préfet du département du Vouri, naturellement gardien de l'ordre public. C'est à ce titre, et quand vous lisez bien, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de l'ordre public. Il a essayé de réguler une situation extrêmement difficile. Il faut le comprendre. Parce que, en fait, l'arrêté, c'était de créer un électrochoc pour que les acteurs majeurs, responsables de la construction de l'édifice, prennent leurs responsabilités. Dans l'acte pris par le préfet, on a constaté que son application en une journée a pu décanter quelque chose. C'est bien entendu la nervosité, l'attente, l'anxiété des chauffeurs qui ont permis à ce que l'on se retrouve avec ce engorgement qui a eu lieu encore ce matin. Voilà, justement. D'où pour nous d'appeler d'une part à la compréhension de la situation, le civisme des uns et des autres, sans toutefois être le défenseur de ceux qui sont en responsabilité de cette situation désastreuse, inqualifiable, irresponsable pour notre économie. Et je m'arrête là pour le moment. Voilà, on va rester sur la mesure du préfet. Litement, il a chuté par là. Hilaire Zipan, il y a une situation, il parle avant-hier, mais cette nuit, c'était la catastrophe. Nous nous sommes réveillés avec des messages selon lesquels les camions partis de, on va dire, voilà, ce côté-ci, n'avaient pas à 6 h du matin atteint le pont sur la Dibamba. Vous avez pensé que la mesure du préfet a créé un autre problème? Moi, je crois que en situation pareille, c'est une situation d'urgence. Et la personne la mieux placée pour intervenir, c'est le préfet. Mais je n'aborderai pas le problème dans le même sens que... En ce sens que, face à de multiples situations dans notre pays aujourd'hui, on s'occupe des conséquences. Alors que ce qu'on doit chercher, c'est pourquoi avons-nous eu ce genre de situation? Parce que ce n'est qu'un bon diagnostic qui peut permettre de résoudre les problèmes. Il faut dire qu'au Cameroun, depuis plusieurs années, en termes de gestion de risque, le Cameroun a légiféré depuis plusieurs années. Mais tout simplement, on se rend compte que rien ne fonctionne de manière correcte. Pour des travaux comme ceux qui sont à Douala, la nécessité s'impose, et il parlait tout à l'heure des études. La loi impose des études d'impact. Et au cours de ces études d'impact sont impliquées toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les autorités, les populations et autres. Vous avez l'impression que ça n'a pas été fait pour la pénétrante Est, cette deuxième partie?
quand on voit déjà la manière dont les interventions sont faites, il se pourrait, puisque... Quand vous parlez d'intervention, vous parlez du ministre Nganou Djoumetti. Que ce soit le ministre... C'est comme nous avons vu hier, voilà. L'entreprise. Tout à fait. En ce sens que, lorsque l'on parle d'une étude d'impact, c'est cela qui permet de faire un cahier de charges dans le planning des activités qui vont se mener, en essayant de respecter tout ce qui peut être comme pollution, comme risque et comme tout ce qui arrive aujourd'hui. Oui. Et là-dedans même, il est planifié une situation de crise par rapport à la réponse du préfet aujourd'hui. Alors, le coût de ces études au Cameroun représente pour des travaux comme ceux-là des montants assez énormes. Maintenant, il faudrait, au lieu de discuter des conséquences qui sont là et qu'on ne peut plus, il n'y a plus chemin retour à faire, c'est de voir comment dans les prochaines situations on va essayer de les éviter. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation au Cameroun où nous commençons à pleurnicher de la centralisation. Je ne vais pas revenir ici sur les débats politiques qui ont duré parce qu'on avait mis en place une décentralisation. On parle même d'hypercentralisation. Voilà. Si vous voyez l'attitude hier du ministre, je crois que si les choses avaient été bien prévues, c'est d'abord les collectivités locales qui auraient pu être capables de suivre et même de contrôler ce boulot-là. Mais comment se fait-il que pour une route pareille, ça doit être contrôlé depuis Yaoundé? Et quand on voit son attitude hier, on peut bien se poser pas mal de questions. Et je revenais sur les études d'impact parce que tout simplement, au Cameroun aujourd'hui, ces études sont bien balisées par la loi, mais si vous allez chercher, vous vous rendrez compte parfois que c'est peut-être même les fonctionnaires du ministère des Travaux publics qui se seraient occupés de ces études d'impact. Alors, ça cause pas mal de problèmes puisque on peut se demander aujourd'hui où est le plan de gestion environnementale prévu à l'effet. Et dans ces conditions, s'il n'y en a pas un, je crois qu'on commence à trouver quand même les premières sources des problèmes. Parce que quand c'est bien fait, comme il a dit tout à l'heure, il y a des études préalables pour les écoulements d'eau, même pour les chemins de contour, et pour la canalisation des populations. Alors, si ces études n'ont pas été faites, c'est encore plus grave, puisque c'est un travail interministériel pour la validation. Alors, il faut aujourd'hui non pas voir les conséquences parce qu'elles sont déjà si graves que ça devient difficile de savoir comment on va les résoudre, mais de se dire, après cette voie-là, puisqu'on en a plein de voies à Douala, ne serons-nous pas pris dans le même piège pour d'autres travaux qui viennent demain? Donc par conséquent, moi je crois qu'il faut se demander pour ces routes-là, parce que j'ai entendu pas mal de choses hier, est-ce que la société qui avait, qui est prétendu travailler aujourd'hui avait de l'expérience dans un cahier de charges? Je crois que... et il expliquera mieux dans un cahier de charges. On demande déjà à suffisance plusieurs compétences pour être sélectionné. Montrer les faits d'armes. Voilà. Voilà. Justement, Maître Joseph-Claude Bilika, on a suivi le ministre des Travaux publics hier, qui posait des questions qui, ma foi, ont gêné plus d'une personne. Et à juste titre. Voilà. À juste titre, tout à l'heure, monsieur il ne sait pas. Non, je de la gêne. Qui a attribué ce marché? Je parle de la gêne. Oui, la gêne, oui. Qui a attribué ce marché à cette entreprise? Tout à l'heure, il faut noter une chose. Au niveau des marchés publics, au niveau d'une région comme Douala, il y a 3 étapes. Il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la gestion départementale, il y a la gestion régionale et la gestion centrale. Je pourrais même y ajouter la gestion au niveau des communales, au niveau des communes. C'est-à-dire que lorsqu'un projet est réalisé, il faut savoir qui est en charge de cette gestion. Il peut arriver quand on consulte par exemple une salle de classe, que ce soit une gestion communale, c'est le maire de la commune qui s'en occupe, ou ça peut être le préfet départemental ou le gouverneur. Il peut bien arriver qu'il y a certains projets comme celui de la route, cette route-là qui est à gestion centrale. Donc le suivi n'est pas le même que s'il était c'était un projet à gestion départementale ou régionale. Donc je dis, étant le maître d'ouvrage et la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un maître d'ouvrage délégué,
qui peut être le gouverneur ou quelqu'un d'autre. Et puis il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, à qui il délègue un certain nombre de pouvoirs pour l'exécution, pour le contrôle de l'exécution, par exemple, de ce marché. N'oubliez pas qu'il est chef d'un département ministériel qui a des régions, qui a des antennes, au lieu de dire des délégations régionales. Donc le délégué régional, normalement, doit pouvoir... Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est que le ministre s'est comporté comme quelqu'un qui ne savait même pas qu'il y avait une route qui était faite. Oui. Parce que la logique aurait voulu que, avant de descendre sur Douala, qu'il se fasse au moins briefer par ses collaborateurs sur la route, sur l'état de la route, sur l'entreprise, sur un certain nombre de choses, qu'il ait même pu lire le contrat et les cahiers des charges pour voir, au lieu de venir à Mondiovision, démontrer qu'il ne savait même pas les capacités de l'entreprise. Lorsqu'il a pu reprendre la question, et lorsque il y a l'appel d'offres, je n'en ai un certain nombre de conditions qui doivent être revenues. Je me limiterai sur les conditions, ce qu'on appelle l'offre technique. Dans l'offre technique, on demande, entre autres, à l'entreprise de prouver qu'elle a eu à faire dans un délai, parfois c'est 3 ans, au moins 2, ça dépend des cas, parfois 5, il a eu à réaliser des projets allant dans le même similaire. Ouais. C'est obligatoire. Oui. C'est des critères. Lorsqu'on travaille dans les sous-commissions d'analyse des offres, à laquelle j'ai été plusieurs fois associé en tant que président, c'est des questions qu'on pose. Après avoir regardé le dossier administratif, patente, CNPS, AMP, etc., on regarde donc l'offre technique. L'offre technique... Pour faire simple, ce qui me regarde, c'est l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle. Voilà. Et dans cette expérience professionnelle également, il y a une autre volet. Les personnes qui interviennent, oui. On doit pouvoir savoir qu'il y a un ingénieur, par exemple, de 5 ans, comment nous appelait à l'époque, on appelait à l'époque l'ingénieur de conception, oui. Qui a des ingénieurs de travaux, etc. Tout cela, on va en plus pouvoir combien de véhicules vous avez, combien d'engins vous avez, quel genre d'engins vous avez. Tout ça rentre en considération au moment de l'octroi, au moment de la passation des marchés. Donc lorsque vous ne remplissez pas ces conditions, qui sont notées sur un barème, on ne vous confie pas le marché. C'est ça qu'on peut parfois dire un marché infructueux lorsque vous êtes par exemple 5, vous n'avez pas réussi à remplir les conditions, on ne vous le confie pas. Donc je dis donc que si on a confié le marché à cette entreprise, on peut supposer que la commission de passation de marché a vérifié toutes ces pièces-là, toute l'offre, le dossier administratif, les pièces, l'offre technique et l'offre financière, et a estimé que cette entreprise était capable de réaliser cette œuvre. Moi, ce que je voudrais dire tout à l'heure, j'ai entendu, nous avons parlé de Yassa. Vous vous souvenez, lorsque la buse s'est effondrée au niveau de Bokom Kojifar, je crois, sur l'axe. J'avais fait un post où je disais sur ma page Facebook, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à utiliser les eaux, c'est-à-dire à passer par le Vouri pour certains déplacements. On a vu des villes comme Abidjan où beaucoup de gens circulent à travers il y a une ville. Voilà, donc on pouvait bien imaginer, parce qu'il y a des gens qui partent de Douala pour arriver à Edea par des pirogues, à travers la branche de la Salaga qu'on appelle Kwakwa, on arrive à Mouanko, et à Mouanko, on retombe sur la Salaga, parce que la Salaga n'arrive pas à Douala, mais le bras de la Salaga qu'on appelle Kwakwa arrive à Douala, etc. Okay. J'ai pensé également, j'avais également évoqué la route, là on semble l'oublier, la route Razel, qui passe par PK14 jusqu'à Edea. Mais le problème c'est que on a commencé à construire cette route qui doit mener à Yabassi. On n'a pas fini cette route. Aujourd'hui, c'est un véritable bourbier. Il est pratiquement impossible de faire cette route, même avec des Bensikin. Et derrière le PK29, PK20, c'est pratiquement impraticable. Or, si cette route avait été faite, qui avait commencé à être faite il y a peut-être 2 ou 3 ans, on aurait pu l'emprunter comme voie de contournement pour arriver à Edea. Donc, voilà, donc on a donc 3 routes. Celle de PK14, la route Razel, qui ne fonctionne pas. Celle de Yassa, je veux dire de Japoma, donc de Niala Yassa, qui est en travaux. Celle de Douala, de Tradex, Bonedis à Tradex Yassa, qui est en travaux, nécessairement.
il n'y a aucun autre moyen de contournement, ou notre voie de contournement pour y arriver. Je voudrais quand même terminer avec votre permission en disant qu'il n'y a pas seulement la mesure du préfet qui a été prise, il y a celle du délégué de gouvernement qui a évoqué, qui a dit que des travaux devaient commencer pour trouver les voies de contournement. Et dans cette zone-là, au niveau de Douala, 3e, mais le problème, c'est que ça arrive après. Malheureusement, ça arrive après. C'est des choses qu'on devait faire avant. Ok. Voilà, Joseph-Marie Elundou, beaucoup pensent que ce qui se passe à l'entrée est de Douala, pénétrante est un véritable scandale. Un mépris vis-à-vis des citoyens camerounais. Votre avis là-dessus? Vous savez, c'est très difficile de ce qu'on observe là. On a l'impression que c'est tout le pays qui est dans la stupidité. Vous savez, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Il y a des années, avant même qu'on arrive à ça, j'étais assis à la même table qu'un haut responsable de la ville de Douala, permettez-moi de ne pas le citer. J'étais passé à un plateau de télévision où j'avais dit que Douala était une souricière. Il m'a dit que j'étais très dur. J'ai dit non. Tel que je vois les choses, s'il y a une catastrophe à Douala, par où les citoyens vont sortir pour fuir la catastrophe? Tsunami, je ne sais pas quoi, nous sommes dans un... Il y a un océan, enfin un fleuve pratiquement qui est un océan. Et ce n'est donc pas une affaire nouvelle. Avant qu'on ne crée l'axe qui est là, il y avait déjà des problèmes. Mais lorsqu'on veut faire du développement, on fait la planification. Et la planification nécessite qu'on fasse les statistiques. C'est-à-dire que des gens viennent, imaginent combien de voitures pourraient passer ici dans 20 ans. On regarde des évolutions, on regarde c'est des calculs en termes d'anticipation, n'est-ce pas, qui sont connus par l'ingénieur statisticien ordinaire. Et on vous fait les calculs, on vous dit, écoutez, dans quelques années, cette route aura tel débit d'automobile. Bon. Mais nous, on est toujours étonnés. On a l'impression que tout nous prend de court. Alors, on entreprend donc d'ouvrir l'axe est de Douala. Ça dure combien d'années? Et vous avez entendu tout ce qui se passe, tous les chiffres qu'il y a là-dedans comme argent. Parce que là, on parle de ce petit bourbier hier. Mais je voudrais qu'on regarde l'affaire dans le court terme. Le préfet a fait ce qu'il fallait faire, la mesure. À quelle heure? Il était à peu près 18 heures. Je suis allé jusque pratiquement à Tradex. Ça roulait. Mais j'ai observé qu'il n'y avait personne pour que la mesure soit respectée. Vous voyez, c'est-à-dire que je cherchais, il y a des jeunes gens qui nous dérangent sur les routes là avec des gilets orange là. Il paraît qu'ils sont des employés des travaux ou bien des transports qui vérifient la sécurité routière et tout. Mais qu'on amène, lorsqu'on prend une mesure comme celle-là, il faut qu'on voit comment il y a une mobilisation. Parce que tout à l'heure, Zipan a parlé du stress. Mais il faut juguler le stress, c'est-à-dire que ceux qui observent ce genre de mesures savent très bien que le camion, là, quand il part, il est stressé. Le gars qui est resté toute la journée, au moment où il s'engage, c'est une autre bagarre qui commence. Et les répercussions sur la route de Douala vont être terribles. Ils vont massacrer les petites voitures, ils vont prendre les visages à 80 à l'heure. Les jours qui viennent, vous aurez encore d'autres problèmes. Il est donc question aujourd'hui de ne pas prendre des mesures bureaucratiques. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est le mal de la bureaucratie. Où un type vient avec une cravate, des belles chaussures, il vient poser des questions, un type qui est sur un chantier. Il ne sait même pas de quoi on parle. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons une bureaucratie qui croit pouvoir gouverner à partir des bureaux. Il passe des marchés. Est-ce qu'une entreprise comme celle qui est là, si elle avait travaillé au Cameroun, tout le monde saurait? Donc, le ministre des Travaux publics ne connaît pas une entreprise qui a des travaux de cette envergure. Ça relève de l'incompétence. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans l'affaire. Je pense que c'est important de le dire. De dire que quand vous venez maintenant dans la ville même de Douala, tout à l'heure quand j'arrivais ici, pour arriver à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'arrive à la salle de quoi, j'observe qu'il y a tout un côté de la route qui est vide, mais tout le monde est à droite. Moi, j'ai pris le côté vide.
Ça m'a pris 1 minute pour arriver. Vous étiez à pied? Non, en voiture. Pourquoi vous avez violé? Alors j'ai violé, mais en fait... Pourquoi? En fait, voilà ce qu'il faut faire. Lorsqu'on gère au quotidien, on observe le fonctionnement quotidien des choses. C'est-à-dire qu'on peut décider que le soir, à partir de 18h, les 2 rues sont occupées d'une certaine manière. Parce qu'il s'agit effectivement là de la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité. Ce n'est pas la politique seulement pour discuter les postes, pour être président. Là, c'est un phénomène naturel. Le matin, c'est ce qu'on appelle l'immigration pendulaire. Le matin, on quitte la périphérie pour le centre-ville. Nous avons le soir, on quitte la ville pour... Nous avons été dans d'autres villes. Nous avons été dans d'autres villes. C'est normal que le côté droit soit bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on gère. Gérer est un acte quotidien. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un bouchon qui part de le Watt Hotel, c'est pas la publicité, jusqu'à l'école publique, alors que tout le côté, pratiquement jusqu'à Fred Louis Bessengue, est vide. Ça veut dire qu'il faut que des gens de la communauté, de la préfecture, etc., que les équipes s'organisent pour voir comment, à partir d'une certaine heure, on peut circuler dans la ville de Douala, en mettant même des panneaux mobiles que l'on peut mouvementer au fur et à mesure pour, effectivement, pour juguler. Vous avez donc ce déficit d'intelligence ordinaire, quotidienne, qui effectivement manque à tous. Il y a même autre chose. Il ne faut pas qu'on tire seulement sur le citoyen. Regardez comment les gens se comportent pour qu'il y ait ces embouteillages. Personne ne respecte rien. On chevauche les lignes continues, on s'en fout. On s'arrête dans les intersections, on s'en fout. Mais les gens vous ont vu faire ça aujourd'hui, hein? Mais il n'y a même personne pour me... Vous êtes sûr que personne ne vous a vu? Mais il n'y a même personne. Non, ce qui est même grave, c'est que justement, à cette heure-là, il n'y a personne. La ville est abandonnée à elle-même. Il n'y a pas le moins de policiers. Il n'y a pas le moins... Je suis avec vous, sinon je vous aurais dit qu'on m'a pénalisé. Donc, je vais finir en disant que ce qui se passe est suffisamment grave pour que la société s'en préoccupe. Ça ne peut plus seulement être une affaire du préfet, ou bien du sous-préfet, ou du gouverneur. L'intelligence, c'est-à-dire les ingénieurs de la société de Douala doivent se mettre à l'œuvre. Il faut absolument qu'un contrôle citoyen soit mis en place. Sinon, ces gens-là vont nous enterrer ici à Douala. Ok. Et là, il y a des gens qui disent que tout ceci arrive parce que l'autre sortie, c'est-à-dire Niala Château, les travaux là-bas aussi, ça piétine. Donc du coup, il n'y a pas cette voie de contournement naturel qui aurait permis aux usagers de passer par Niala Château, monter pour arriver à Tradex et Yassa. Vous êtes sans ignorer le combat que je mène dans notre localité. Je dégage à suffisance et à tout moment les responsabilités pour que les gens sachent. À la conception de ce qu'on appelle la communauté urbaine, c'était 2 tâches. Urbaniser la ville et construire les routes. C'était ça le rôle. Quand vous voyez les textes qui mettent en place cet organisme, il n'y a que 2 commissions. La commission des finances et la commission des grands travaux. C'est à Douala qu'on a trouvé les affaires sociales, l'environnement, qui n'ont rien à voir avec les textes. Et donc, par conséquent, les missions attribuées à la communauté urbaine, aujourd'hui, sont complètement détouplées. Je m'arrête là pour que vous voyez l'imbroglio dans lequel on se trouve. Autre élément, entre 2012, 13, 14, 15 et 16, la communauté urbaine n'a pas consommé, écoutez-moi bien, j'ai les documents, 64 milliards, faute de projet, faute d'engagement des travaux, dans l'incapacité notoire. Par conséquent, en 2019, nous avons les conséquences. Et M. Biga venait de le dire. D'où vient-il que nous savions que pour allier EDEA, il y avait une route ancienne? On ne la réhabilite pas avant de commencer la nouvelle qui semble aujourd'hui contenir tout le trafic et dont nous sommes tributaires. On ne peut que s'en prendre à nous-mêmes, à cette incapacité de l'État à gérer les choses objectivement. Je ne veux pas me jeter dans les textes parce que ça va nous perdre d'entendre. C'est les conséquences économiques qu'il faut voir. Aujourd'hui,
le Cameroun va peut-être être compétitif sur la place de Djamena, parce que nous perdons déjà 90% de sucre consommé par les Tchadiens ne passe plus par le port de Douala, 90%, et ça va être crescendo. Ajoutez aux tracasseries, ajoutez aux raquettes, ajoutez à la difficulté, vous en rendez compte qu'on va perdre. La deuxième chose, c'est qu'on va engorger l'outil, le poumon de la ville. Et le poumon de cette ville, c'est le port. S'il est étouffé tel qu'il est à l'heure actuelle, il va sans dire que le taux de croissance va certainement subir et mieux en mieux. Je voudrais chuter sur ce point-là en disant que ce qui m'étonne et ce qui m'agace, c'est qu'on a fait une première phase. Cette phase-là s'est arrêtée à Trasé-Yassa, comme disait tout à l'heure Jean-Marie Doudou. On a donc tiré les leçons, certainement, si on était des gens en objectivité, de la manière où on a abordé cette phase-là. Pourquoi a-t-on retiré le marché à cette entreprise qui avait commencé la première phase? Simplement, à l'information prise à bonne source, il n'y a que la société chinoise qui est aujourd'hui notée incompétente à amener le financement sur la table. Le financement. Et personne ne sait pour poser les questions conséquentes de l'offre technique dont elle doit pouvoir se préparer, comme disait Maître Biga. As-tu les engins? As-tu l'expérience? Parce que ce qui préoccupe les Camerounais et les fonctionnaires, c'est naturellement l'argent. Et comme l'argent était là, tout le monde ne s'est plus posé la question de savoir s'il était en capacité. Le ministre a été surpris de s'en rendre compte que les gars n'avaient même pas les outils, le matériel. Et nous pensons que si la mesure du préfet a pu se dérouler, mais il n'avait non plus l'autorité des forces, il n'avait pas les outils nécessaires pour la mettre pratiquement en pratique. Pourquoi? Parce que quand on a rencontré le préfet et qu'on s'est tombé d'accord que tous les 72 heures, on va réévaluer, nous les syndicats, on a dit, essayons de réévaluer. Parce que comme il a dit tout à l'heure, nous sommes dans un bourbier. C'est-à-dire qu'il faut se sortir de là avec le moins de conséquences possible. Mais il n'y a plus le choix. On a donc dit avec le préfet, on met en place une mesure de réévaluer en près tous les 72 heures. Pourquoi? Parce qu'on a deux corps à l'heure actuelle qui sont névralgiques. Il faut livrer le carburant à IDEA. Ça passe par camion. Or, dans la gestion de ceux qui transportent le carburant, pour la plupart qui sont SNTRC, vous voulez interdire de transporter le carburant la nuit. Au-delà de 19 heures, le camion ne circule plus. Conséquence, il ne pourra pas donc passer au niveau de Yassa. On dit en même temps que à 5 heures, il démarre. C'est à ce moment-là qu'il a l'interdiction. Donc, à ce moment-là, il faut trouver une formule pour pouvoir le réguler. Crédit va être complètement asséché. Et mieux. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec le préfet? C'est ensemble qu'on a essayé de mettre en place une mesure pour réévaluer. Et mon rôle, en venant à cette émission, c'est de sensibiliser, bien entendu, nous sommes dans un bourbier. Il ne sert à rien de crier. Essayons tant bien que mal à se sortir avec le moins de conséquences possibles parce qu'elles vont être désastreuses. Ne parlons pas des sociétés brassicoles, ne parlons pas des sociétés de cimenterie, ne parlons pas des sociétés qui font dans d'autres secteurs. Tout le monde va être impacté parce que les retards vont être conséquents. Et à cela, les accognés vont vous faire les surrétaristes. À cela, la douane va vous ajouter complètement les pénalités. À cela, vous allez vous retrouver avec des factures complètement impayées, incapables de faire face aux traites devant les banques. Vous voyez que quand les gens s'assurent, comme dit Jean-Marie Loundou, mettent une belle cravate, se font beaux pour signer les actes, ils ne mesurent pas les conséquences. Et c'est parce que justement, on n'a pas associé à suffisance, d'une part, le ministère des Transports, qui gère notre tutelle, ensuite les syndicats que nous sommes, pour que nous puissions leur donner l'alternative. Parce que comme s'il a dit, il fallait tout au moins déblayer jusqu'à PK27. Et les gens ont tendance à ne pas comprendre pourquoi on dit PK27. PK27, c'est par rapport, bien entendu, à Bonanjo, qu'on a donné cette destination-là. Donc, point kilométrique, donc, cette voie existait, il fallait d'abord la réhabiliter avant de commencer complètement ces travaux-là. C'était la solution. Élitement, est-ce que ça ne remet pas au bout du jour cette bataille-là, il y a quelques semaines, entre le ministre en charge des marchés publics, qui n'est malheureusement plus dans le gouvernement, M. Abassadou, et le ministre Nganou Djoumessi qui disait qu'il voulait que l'entreprise qui a effectué les travaux pour la première phase continue pour la deuxième, mais à un montant, ça faisait plus d'une quarantaine de milliards. De l'autre côté, le ministre Abassadou, c'était un peu moins cher, on va le dire comme ça. Mais vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Serge Alain, à écouter tous mes copanélistes, j'ai pas l'impression, mais on fonctionne totalement à l'inverse.
Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Maître a bien expliqué le déroulement du marché. Oui. La quintessence des dossiers que l'on demande. Il vient d'expliquer tout à l'heure que parmi les gens qui avaient été choisis, ces critères n'étaient peut-être pas. Comment a-t-il été choisi? Le coût était moins élevé. Il a expliqué tout à l'heure en disant que quelqu'un a apporté des finances. Pourtant, dans le dossier, on demande les compétences, on demande les capacités, tout ce qui a été fait, mais il a été choisi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai écouté avec attention M. Lundou qui dit « Nous sommes tous des pères de famille. » Et quand vous allez à la mairie, le maire, il vous dit toujours « Gérez un bon père de famille. » Ça me paraît parfois surprenant de toujours dire « Nous sommes tous responsables. » Non, on n'est pas tous responsables. Je ne crois pas, M. Lundou, que vous arrivez à la maison, un problème se pose et vous dites aux enfants, si ce n'était pas vous, machin, vous prenez d'abord vos responsabilités. Et vous essayez plus tard de vérifier quel était celui qui avait porté le plus de problèmes. Dans la situation où nous nous trouvons, comme vous le dites si bien, c'est un problème d'urbanisme. Et le Cameroun est appelé à se développer. Douala va continuer à croître. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existe au Cameroun une législation sophistiquée. Malheureusement, j'ai l'impression que les hommes que nous sommes tordons le cou à nos lois. Parce que dans l'urbanisme, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord la planification, comme il semblait le dire tout à l'heure, la prévention. Mais je peux vous dire, la prévention aujourd'hui reste relativement absente dans tous les plans du gouvernement. On réagit par à coup. Aujourd'hui, nous parlons peut-être des routes. Chaque fois, vous nous avez appelé sur les plateaux, quand il y a feu au marché de ceci, feu au marché par là, on vient, on se plaint comme on fait aujourd'hui, et rebelote. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ne plus en arriver là? Je vous ai dit tout à l'heure que il existe une loi, parce qu'il disait tout à l'heure, si eux, les transporteurs, avaient été au courant, ils auraient fait des propositions. L'étude d'impact permet de mettre sur la table toutes les parties prenantes. Il y a un débat pour l'orientation et ces parties prenantes sont interpellées plus tard pour vérifier l'avancement et le respect des choix qui ont été faits. D'où vient-il qu'aujourd'hui, pour des marchés aussi gros, pour des travaux aussi sérieux, qu'on soit en train de se demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai bien l'impression qu'on fonctionne à l'envers. Ok. Maître Biliga? Oui, bon, il y a un mot qui me revient à l'esprit, la planification. Et j'ai comme l'impression, et ça me surprend un peu, que ceux qui nous dirigent ici à Douala, par exemple, j'ai comme l'impression qu'ils ne connaissent pas Douala. Je vous assure que... Je vais raconter une anecdote. Il y a, la semaine dernière, je devais aller à une audience à EDEA. Je devais y être à 11h. Je suis parti chez moi à 7h, je suis à Maképé. Quand j'arrive au niveau de Yassa, non pas de Yassa, de Niala, au niveau des rails, je vois un convoi de police, un convoi de VIP, la police devant, etc. J'en ai dans le convoi. Je suis encadré également par la VIP de Gadjalt, il y a la police derrière, la police devant, je continue avec eux. Donc nous prenons la route qui est bitumée, enfin qui est en train d'être bitumée, la route qu'on a aménagée. Je prends par les voies de contournement. Et quand on arrive au niveau du marché, je les vois aller vers le lycée de Japoma. Je me dis peut-être qu'ils ont un autre engagement là-bas. Moi, je prends la route, le double sens, dans le boulevard qui va à Yassa. Et quand j'arrive à Yassa, quelques minutes après, je les vois arriver derrière moi. C'est-à-dire qu'ils ont pris une route dans Japoma. Ils n'ont pas pris la route que j'ai prise. Donc, ils ont pris une route de voie de contournement. Et du coup, il y a une idée qui m'est arrivée. Lorsque vous arrivez vers chez Mila Roger, dans cette zone-là, il y a une route qui part de là, qui arrive à PK14, qu'on appelle Papas. Exact. Quand vous êtes à Papas, au marché de PK14, il y a une route qui est à l'intérieur, qui arrive complètement là-bas. La seule chose, c'est qu'il y a... il y a quelques petits ponceaux à faire. Il y a quelques petits ponceaux à faire, c'est tout simplement. Exact. Je dis, on aurait pu faire un petit pont à ce niveau-là, faire cette route et libérer cette voie-là. C'est une voie de contournement simple. Ne serait-ce que pour les petites voitures, on aurait pu le faire. Je ne peux pas comprendre que ni les maires,
ni les délégués du gouvernement, ni les délégués de travaux publics n'aient pas été au courant de cette existence de cette route. Elle existe. Des gens qui traversent à pied pour franchir cette route-là. On aurait pu l'aménager pour que la voiture passe. Vous pouvez imaginer que Douala, qui est que la route qui part de l'aéroport, je veux dire, oui, de l'aéroport, jusqu'à Yassa, alors qu'il y a les bornes 10 qui sont à côté, pas les bornes 10, les cités belges, les Bagapogo, les Yachika, etc. On aurait donc pu également faire des routes à partir de cela, c'est-à-dire à partir des bornes 10, des cités belges, de Bagapongo, de Yachika, de Ngwambakoko, pour sortir vers le Campessal. Il y a une entreprise, peut-être Broly. On aurait pu arriver là également. Créer des voies par là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ces voies jusqu'à ce jour? On ne peut pas comprendre cela. Donc je dis donc qu'en réalité, il y a des solutions pour désengorger Douala, pour faire partie de la sortie de la société. Prenons la route dont je vous parle, la route dont vous parlez, la route de Bambakoko, qui traverse, qui va au niveau de la léproserie. C'est la première route qui reliait Douala à Yaoundé. La toute première. C'est qui passe à Yassa. Cette route-là, elle a un problème, c'est qu'il y a un bac qui fonctionnait au niveau de la déposerie pour aller à des petits de Bamba. Ce bac ne fonctionne plus. Je vous assure que si on fait un pont à ce niveau-là, on va décongestionner Douala également. Les gens passeront par là pour arriver à Edea, pour arriver à Yaoundé. Et c'est autant de routes qu'on peut faire sans avoir besoin de trop de moyens, tout simplement parce qu'il faut simplement la volonté. Joséphine Marie Lundo, le véritable problème, c'est l'absence de voies de contournement. Prévision. On n'a pas planifié, on n'a pas pensé ça. C'est quand même extraordinaire. Parce que, vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas bureaucratiser l'économie. Parce que le problème du bureaucrate, c'est qu'il est dans un bureau. Et ce que Maître Biliga dit, c'est qu'ils ne connaissent même pas là où il se trouve. C'est ça le problème. Toutes ces routes-là existent, mais Maître Biliga connaît, mais les gens qui décident ne connaissent pas. Donc, pour avoir une idée de ce qu'on va faire, il faut au moins être descendu sur le terrain. Moi, j'étais gamin, lorsque je voyais un maire, il y avait un maire à Yaoundé qui s'appelait Fouda, qui se promenait, il avait sa 504, une camionnette transportant du bitume et un compacteur. Quand il voyait un trou, on mettait du bitume, on compactait sur place et il continuait. Donc il connaissait la ville, il connaissait tous les trous de la ville et il se chargeait de les fermer. On était en quelle année là? Nous sommes dans les années 70. Il y avait combien de voitures à Yaoundé? C'était pas ça le problème de voitures aujourd'hui. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même... Comparaison, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 5 ou 6 doigts là. Oui. Vous comprenez, avec autant de maires, autant de conseillers municipaux, et avec plus de richesses d'ailleurs. C'est-à-dire que les impôts à l'époque aussi n'étaient pas grand-chose. Oui. Aujourd'hui, les mairies ont les impôts se chiffrent en milliards. Okay. Donc on ne peut pas aujourd'hui prendre cela comme prétexte. Au contraire, je voudrais finir en disant que oui, rapidement, l'économie... on va revenir. Ok. Ce que je veux finir quand même. Oui, on va revenir en une petite seconde. Je veux dire que le volet économique, il faudrait que les économistes, c'est-à-dire le ministère de l'économie, prennent également en charge le problème. C'est donc une question de synergie. Voilà, on vous a compris. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Dans un instant, le 20h, au sommaire, ce soir, Cédric. Ce soir, nous tenterons de répondre aux questions que tous les Camerounais se posent après avoir vu ces images exclusives et ces révélations exclusives également sur Equinox Télévision concernant le scandale lié aux travaux controversés sur la pénétrante est de Douala. L'ingénieur de l'État était-il vraiment ignorant des compétences techniques limitées de l'entreprise chargée des 10 travaux? Pourquoi aucune alerte n'a été donnée lors des premières missions de contrôle? Élément des réponses à suivre en ouverture du journal de 20h. Et nous irons au-delà de la ville de Douala. Il y a également cet épineux problème des axes routiers qui se dégradent au fil des jours. Escale ce soir dans le département du Noun, là où les populations qui sont essentiellement agricoles sont confrontées à d'énormes bourbiers qui les empêchent de pouvoir écouler leurs produits agricoles. Nous en parlerons ce soir. Et vous l'avez observé également, ce débat qui s'enflamme entre les partisans de Cabral Libye et ceux de Kouvondor au sujet de cette lettre ouverte
adressé à Cabral Libye, allié politique durant l'élection présidentielle, aujourd'hui, qui sont dans une déchirure qui s'affiche au grand jour. Comment en est-on arrivé là? Comment réagissent les camps de ces deux personnalités politiques? Nous en parlerons ce soir. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve juste après le journal pour Equinox Soir, le temps du débrief. Madame, monsieur, dans un instant, Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Hilaire Zipan, Joseph-Marie Eloudou, maître Joseph-Claude Biliga et Elie Tchebma. Elie Tchebma, on va parler un peu politique. Hein? Il y a des risques, vous pouvez gérer les risques là-bas en politique aussi? Partout, il y a des risques. Ok. Il suffit de se préparer. Voilà. Donc, vous avez vu ça. Il y avait un risque que le professeur Koumvondo et Cabral Libye se mettent ensemble? Ça participe de l'apprentissage démocratique. Oui. C'est tout à fait normal. Vous êtes surpris parce qu'il arrive là? Non, c'était prévisible? Pas très surpris, parce que vous savez, depuis les années 92, quand on voit ce qui s'est passé chez nous en 2018, oui, on pense quand même qu'il y a eu un grand bond. Et voir le type de campagne électorale... Un bond en avant ou bien... Je dirais, dans la participation de la population, un bond en avant. Ah oui. Mais on reste encore dans les balbutiements et ceci traduit à suffisance cet apprentissage de la démocratie. Ok. Voilà. Hilaire Zipan, d'abord vous êtes surpris par ce qui arrive aujourd'hui, cette sortie, on va dire, musclée du professeur Koumvondo, l'être ouverte à Cabral Libye, ça vous surprend? Je ne pense pas que les deux acteurs majeurs, à savoir le professeur Koumvondo et Cabral, se sont exprimés à ce sujet, à mon sens. Non. C'est les lieutenants qui, certainement, pour des problèmes d'espace politique, de vision, de visibilité, ça donne à cœur joie à ce genre d'exercice. Mais pourquoi ils ne sifflent pas à la fin de la récréation? Bien entendu, Cabral l'a dit. Il a dit que ça ne sert à rien de pouvoir aller dans ce sens-là, c'est d'autant plus que nous avons des échéances à venir et on a besoin de mutualiser toutes les forces. Et là, je pense qu'il aura besoin du professeur Koumvondo, qui est de surcroît conseiller municipal, qui a été adjoint au maire et dont l'expérience municipale lui sera d'un apport capital. Je peux vous dire qu'à l'expérience, que ceux qui postulent à être maire ou ceux qui veulent aller dans le conseil, s'ils ne maîtrisent pas pour autant tous les textes, ça va être très très difficile. Je vous prends un cas très simple que vous comprenez. Vous êtes élu le dimanche, le deuxième mardi de la semaine qui suit, vous êtes en fonction et vous êtes en responsabilité. Vous devez payer les salaires. Voilà. Tu connais la suite. Aussi simple que ça. Et si votre prédécesseur a vidé la caisse, tant pis, bravo les problèmes. Et comme le RDPC est aisé dans ce... Et là, on va dire que non, mouvement d'humeur à la mairie de... Exact. On n'a pas payé les salaires. Exact. Et là, vous savez que les maîtres Biliga, ils sont excellents dans ce genre d'exercice. Et comme il y a la centralisation de la caisse, ils sont encore parfaits. Et comme il faut corrompre le trésorier payeur général, ils jouent du petit lait. Et comme vous êtes fainé à peine d'arriver, le secrétaire général vous met des bâtons. Donc il faut toujours avoir une expérience. Et je pense que l'expérience municipale, il en vaut une bonne dosage pour pouvoir essayer d'affronter cela. Maître Biliga, Cabral Libye à la tête d'une formation politique aujourd'hui. Est-ce que il devait, on va dire comme ça, passer tout le temps sous l'aile du professeur Koumvondo? Vous savez, parce qu'à un moment, on n'a pas besoin de ce... Qu'est-ce qui dérange tant à ce que Cabral Libye s'émancipe, entre guillemets? Je ne sais pas. Il faut peut-être poser la question à son partenaire ou à son ex-partenaire. Et peut-être qu'il aura la réponse. Mais moi, je n'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris. Et je me suis rappelé un peu ce qui s'est passé il y a cela 6 ans, 8 ans, je crois, lors de l'élection de présidentielle et de l'avant-dernière élection présidentielle avec Madame Dan, Esther, oui, qui avait été parrainée par un parti. Le BRIC. Le BRIC, je crois. Il y a eu des problèmes par la suite. Il y avait un problème d'argent. Oui, oui. Donc, et lorsqu'on voit la personnalité de Cabral Libye et l'aura qu'il a eu, non seulement à travers les 11 millions, mais également troisième quand même candidat à la présidence, la première fois, on voyait très mal comment il pouvait continuer à être dans un parti où il ne jouait pas le premier rôle. Moi, j'avais prévu cette situation. Je me suis dit, soit il va s'affranchir et ça peut poser problème, soit s'il va rester sous les jupes, entre guillemets, de monsieur de son parrain, M. Koumvondo, et il risque d'y perdre. Donc, quelle que soit la position qu'il aurait prise, je pense que cette position pouvait être critiquable. Il a choisi de s'affranchir
Et malheureusement, et comme l'a dit si bien Zipan, c'est le lieutenant des deux groupes à travers les médias, on dit beaucoup de choses. Moi, j'ai suivi aujourd'hui dans un média un membre d'un parti politique, un ancien camarade du col, monsieur Amadou Aïdjo Mungwet, du DC, qui a fait passer une vidéo qui passe, dans laquelle il indiquait comment le professeur Kumvondo n'a pas déposé, a refusé de déposer pratiquement à l'heure. Il a dit qu'il a insisté, il lui a demandé d'aller déposer. Il a cité 2 ou 3 personnes qui étaient là également pendant ce moment-là. Le jour où ils étaient au niveau de la commission avec le président, avec le monsieur Issombe qui est magistrat. Oui. Il a même dit comment ils sont allés vers lui en leur montrant le document qui a été déposé à 18h30 par monsieur le professeur Nkouvondor, alors que tous les autres avaient déposé avant 18h et on avait indiqué, on l'avait même invité à aller déposer, n'a pas déposé. Donc je crois qu'il y a des choses qui peuvent se dire de part et d'autre. Mais cela nous démontre comment nos partis d'opposition sont encore fragiles. Et j'ai souvent taquiné mon ami Zipan en disant, vous savez, si on vous donne le pays aujourd'hui, je crois qu'il sera encore plus... Le pays ira à la dérive. Parce que lorsque vous voyez ce que vous faites, les guerres entre vous, MRC, avec... je sollicite un droit de réponse. Avec le SDF, entre autres, c'est toujours cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on croyait que l'opposition viendra peut-être changer des choses, mais j'ai l'impression que vous ne pourriez pas changer ces choses-là. La preuve. Oui, permettez qu'on va repréciser pour ceux qui nous regardent. Maintenant, Maître Joseph-Claude Biliga est militant du RDPC et tout à l'heure, Hilaire Zipan, c'est le militant du mouvement progressiste. Si, c'est voilà. exact. Oui. On a laissé la casquette du transporteur. Vous permettez d'abord, Joseph-Marie, de dire... Je vous en prie. Voilà cette situation. Elle était prévisible, Joseph-Marie. Bon, je ne peux pas dire ça comme ça. Mais moi, je peux tirer une leçon d'ordre général qui m'ont souvent traversé l'esprit et même que j'ai parfois consigné. Nous sommes dans l'apprentissage du jeu politique. Et on voit très bien dans le comportement de M. Nkoumvondo, que j'ai souvent admiré pour le caractère. C'est un grand orateur, mais ça ne suffit pas. Il y a un déficit d'endurance. Parce que la politique, il y en a qui ont fait 40 ans de militantisme. Et je vois également, j'ai entendu l'analyse Maître Biliga. Vous parlez de Maître Wade au Sénégal? Wade, Mitterrand, parce que c'est un chemin escarpé, où effectivement, parfois, vous prenez des coups durs. Mais ici également, c'est un peu comme dans la mafia, elle avait la loi Lomerta. Vous avez Cabral, justement, dans son élan, après le brillant passage à l'élection, qui ne peut pas être contenu, mais précisément, il aurait dû se contenir. Mais précisément, lorsqu'on observe de près, on se rend compte que c'est une alliance de circonstances qui ne reposait pas sur une base, un fondement idéologique construit par les différents acteurs. Donc, nous sommes là devant une alliance dont on ne nous a pas encore donné l'objectif. Parce que, vous voyez que Cabral, lui, M. Nkoumvondo, je ne peux pas affirmer, mais il s'est dit qu'il n'a pas déposé à temps. Pour quelle raison? Quel était l'objectif? Pourquoi est-ce qu'il a pris Cabral? Est-ce qu'il avait programmé l'après-Cabral d'une certaine manière? Était-ce un lieu pour recueillir quelques prébendes? Maintenant, pour ce qui concerne Cabral, pourquoi s'en va-t-il? Pourquoi n'arrive-t-il pas à se mettre ensemble? Pourquoi devrait-il rester? Mais pourquoi s'en va-t-il? Pourquoi devrait-il rester? C'est la question qui nous taraude l'esprit. Mais je pense que vraiment, fondamentalement, les compagnons politiques sont d'abord des compagnons idéologiques. Donc il faut que les gens mettent en place, parce qu'il y a un moral en politique. Ce n'est pas forcément une question de loi ou de droit. C'est d'abord une question d'éthique politique qui existe dans les partis qui se respectent, de sorte que lorsqu'on met en place une plateforme, à la limite, qu'on signe des pactes en termes d'alliance, et on fait donc une programmation. Vous voyez qu'il y a un déficit de programmation. Ils se sont pris de court, tous les deux, par la préélection. Ils n'ont pas su comment gérer la période post-électorale parce que l'idéologie n'était pas fondamentalement la base ou le support, n'est-ce pas, de leur convention. Hilaire Zipan, allez-y, vous avez sollicité un DR, droit de réponse. Non, pas un droit de réponse, mais pour rafraîchir plus ou moins les téléspectateurs qui nous suivent. Il n'est pas bon que parce que l'on appartient au parti politique du pouvoir, de jeter des anathèmes sur les gens. Vous connaissez la valeur que j'ai apportée à Douala Premier, Maître Biliga. Je suis le premier conseiller municipal à avoir traîné le maire au TCS
pour détournement des deniers publics n'était pas de mon parti. Ce n'était pas le nombre. Je suis le premier conseiller qui est décrié aujourd'hui la malgouvernance, la non-application du plan Orient qui date de 1958 dans la ville de Douala et qui en fait défaut. Vous avez pris quelques parties. Je suis le premier conseiller municipal de la ville de Douala à avoir dit qu'à cette allure-là, nous n'allons même pas avoir la CAN. Je le dis. Et je ne suis pas, bien entendu, du parti au pouvoir. Oh, que les gens qui me font la cour pour que je puisse prendre les dessous de table. Je ne mange pas de ce pain-là. J'ai été formé par quelqu'un qui est d'une idéologie suffisamment forte et qui vient de constater que la communauté internationale, aujourd'hui, nous met suffisamment de la pression pour la résolution de la crise anglophone. Il faut que nous anticipons. Sinon, les Blancs viendront avec une constitution bouclée pour le faire ici. Parce que quoi? C'est eux qui tiennent la bourse. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les militants parasites compradors qui composent votre parti peuvent venir donner des leçons sur un plateau de télévision. Pour vous, j'ai beaucoup de respect, Maître Biyiga. Vous n'êtes pas cette sauce-là. Ne tombez pas dans cette marde. Merci, Maître. Voilà, Bon, voilà. Je voulais... Encore? Non, enfin, on n'a pas fini, je crois. Je regarde la montre. Sauf si Non, non, parce que moi je ne veux pas aller dans le débat des politiciens. Non, on a trois sujets. Hein. Oui, on va parler justement de ce manifeste-là. D'accord. Manifeste fédéraliste pour une sortie de crise. On va dire comme ça une autre proposition de sortie de crise. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Une autre, j'ai dit bien une autre proposition pour sortir de la crise. En fait, appelez les manifestes fédéralistes. Écoutez, Serge Alain, après tout ce que je viens d'entendre, j'ai toujours du mal à être en face des politiques. Parce que, vous savez, chez les politiques, c'est l'argument qui compte. Chez nous autres, c'est la preuve. Oui. Parce que entre deux politiciens, il y aura toujours un argument contre pour faire valoir l'opinion en sa faveur. Alors, quand vous posez maintenant le problème de la paix avec toutes les solutions devraient être prises en compte pour sauver ce pays qui souffre. Mais avant d'arriver au fédéralisme, soyons déjà capables de nous asseoir. Parce que depuis que tout a commencé, il y a 1001 propositions. Ah oui. Pourquoi j'ai dit une? Nous attendons bien sûr qu'il y ait au moins un début de quelque chose pour qu'on puisse mettre sur la table une éventualité de solution. Malheureusement, tous les jours sur les plateaux, tous les jours dans toutes les télés et les radios, on propose des solutions. À quand une assise pour qu'enfin on puisse parler de l'ouverture pour une solution pour les Camerounais? Ok. Maître Bilika. Oh, c'est parce Pourquoi on joue au sourd? Pourquoi vous n'écoutez pas les Camerounais? Vous savez, volontairement, je refuse de répondre à mon ami Zépon. Parce que je ne l'ai pas interpellé en tant qu'individu. Donc, c'est l'état des services, en réalité, ne me servent absolument à rien. Donc, je n'entrerai pas dans ce débat inutile. Moi, je dis, et je suis de ceux qui pensent que nous devons aller vers la vraie décentralisation. Je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau. En disant que les mots de fédéralisme et autres, en réalité, et la décentralisation peuvent dire la même chose. C'est le contenu qui est important. J'aime prendre un exemple d'un pays qui est officiellement un pays uni, mais qui est en fait un pays fédéral, la République démocratique du Congo, avec des députés provinciaux, avec des ministres provinciaux et avec des ministres nationaux, des députés nationaux. Exactement. Donc, ces ministres provinciaux, ces députés provinciaux peuvent jouer le rôle de ce que jouerait par exemple un parlement fédéral ou les élus fédéraux dans un système fédéral. Le problème qui est important dans ceci, c'est qu'il faut que la décentralisation que nous voulons, peut-être que le parti au pouvoir veut, soit une vraie décentralisation. Et moi, et là tu sais que généralement, je me démarque légèrement parfois dans un certain nombre de visions, parce que j'estime que lorsqu'on regarde par exemple la Constitution, et on voit, récemment encore, je crois, il y a un texte qui est sorti sur la décentralisation, on n'a pas l'impression que c'est dans le sens d'une véritable décentralisation qu'on va.
on a comme l'impression que la décentralisation, le pouvoir qu'on veut donner aux régions, c'est un peu le pouvoir qu'on a donné aux communes, mais à un degré un peu plus au niveau régional tout simplement. Pas en termes de pouvoir, pas en termes de compétences, pas en termes de moyens, mais tout simplement en termes d'un grade au-dessus, étant entendu que comme les maires sont sous la tutelle du préfet, le gouverneur, je veux dire le président du conseil, le président des comités régionaux, les conseils régionaux seront sous la tutelle du gouverneur. Or, moi je pense qu'on peut revoir cette décentralisation dans un sens de donner plus de pouvoir aux élus locaux à travers le conseil régional et le conseil régional, et on aboutira pratiquement aux mêmes moyens. Tout à l'heure, nous avons évoqué un problème, celui des routes, avec le ministre qui doit venir de Yaoundé en veste-cravate pour venir constater que la personne à qui on a remis celui qui est chargé de la construction de cette route n'a pas de compétences. Vous imaginez bien que s'il y avait un conseil régional, c'est le président du conseil régional et ces élus locaux qui auraient eu la charge de pouvoir vérifier exactement cet état de choses. Donc moi je dis, c'est pas le terme fédéralisme, le SDF a proposé à 10 États. Il y a d'autres qui proposent à 2 États, d'autres qui proposent. Je pense que ce qui est important et qu'il faut noter, c'est que les populations veulent prendre en charge leur développement à travers des personnes qu'on va élire, à travers... Je vais vous raconter une anecdote, je terminerai par là. Je vais assister à une réunion dans laquelle le délégué de gouvernement pour la communauté urbaine de Douala a cessé la parole pour dire que lorsqu'on voit les revenus que Douala génère, si ces revenus étaient laissés à Douala, Douala serait un paradis. Mais comme il y a ce qu'on appelle l'unité des caisses, l'unicité des caisses, où toutes les sommes doivent être versées au trésor public, qui maintenant, selon les priorités, et commence à les dispatcher selon les priorités, il se trouve que la part de Douala, par exemple, ne lui revient pas. J'ai suivi tout à l'heure M. Izipan qui a dit qu'il y avait 64 milliards qui mais je vous transmets un message que j'ai suivi. Et c'est peut-être raison que j'ai fait le parallèle avec ce que M. Izipan dit. Mais imaginez que cet argent soit géré par le président du conseil régional. Et vous verrez bien que nous aurons plus ce problème d'encombrement, ce problème de route, ce problème d'engorgement des prisons, et je pense que ça pourrait évoluer. Je termine en disant donc que ce n'est pas tant le terme fédéralisme qui est important, l'essentiel c'est qu'on met à l'intérieur. Joseph Marie Londo, une autre proposition pour sortir de la crise. Vous savez, déjà beaucoup. Hein. Oui, vous savez, ça m'amuse parce que les gens qui proposent ça sont des gens de ma génération. Et ils savent très bien que le fédéralisme a existé au Cameroun et que les Camerounais ont décidé d'aller vers le fédéralisme, vers l'État unitaire. Bon, alors aujourd'hui, c'est le constat qu'il faut faire. C'est que nous sommes dans un système obsolète. Il faudrait faire froid. La question sécuritaire se pose dans l'ensemble du pays. La question politique est présente et permanente. Il y a des gens en prison, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord. La question économique. En 2016, on a décrété la crise économique. En 2019, il n'y a plus de devises pour investir. Et on n'est pas étonné que si des Chinois viennent avec un peu de sous sur la table, qu'on saute dessus. Parce qu'effectivement, nous avons un problème de devises pour investir. Nous sommes donc prisonniers d'un système obsolète. Obsolète par les hommes. Pour moi, les équipes actuelles sont frappées d'obsolescence. De manière claire. Ces équipes doivent changer. Bon, c'est la manière de changer qui pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun d'aujourd'hui a besoin d'une nouvelle équipe. Sur le plan économique, ce qui se passe là, vous avez entendu dire qu'il y a 100 000 tonnes de riz stockées au Nord Cameroun. Alors que le Camerounais importe du riz pour près de 200 milliards tous les ans. Vidant toute l'économie de devises, la friperie, le brocante et tout ça, l'économie est par terre.
Et puis les gens s'asseyent pour parler du fédéralisme. Il me semble qu'il y a un premier travail à faire, et là je vais rejoindre mon frère en face. Je propose depuis, et je travaille dessus, l'apaisement. L'apaisement. C'est-à-dire dépôt des armes dans le nord, le sud-ouest, amnistie générale, retrait des forces de troisième catégorie pour mettre la police, un accord politique de transition qui permet qu'effectivement, même le chef d'État qui est en place se fait un chemin plus ou moins honorable pour s'en aller. Il est déjà à 87 ans. Aujourd'hui, c'est normal qu'il s'en aille. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. On est des hommes mûrs. J'ai l'habitude de dire, les cheveux blancs là, ce n'est pas la farine de la boulangerie. C'est un âge. J'ai vu les deux systèmes se mettre en place. Le système néocolonial aujourd'hui, nous n'avons plus besoin par exemple du CFA, qui est une vraie passoire. Si on vous dit ce que l'on sort du pays en termes de le mot transférabilité, en termes d'excédent plus de capitaux, au quotidien dans ce pays, à travers les multinationales, c'est une véritable folie. Donc, on doit d'abord s'apaiser, constater que nous allons vers le mur. Le chaos est à côté. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous lançons, à partir de votre tribune, nous cherchons des médiateurs. Qui peut convaincre Kamto à reconnaître la victoire de Biya? Qui peut convaincre Biya à aller vers l'amnistie générale? Qui peut convaincre Ayoub Tabé et ses frères, ceux qui sont à l'extérieur, de déposer les armes? Qui peut convaincre nous avons besoin d'un groupe de médiateurs, des gens sans ambition politique, sans besoin d'être ministre ou bien quoi que ce soit, mais qui sont prêts à apporter des solutions et même à trouver les hommes, parce qu'il y a des hommes dans ce pays qui connaissent le Cameroun. Et je vais finir en disant que les enfants qui ont 40 ans aujourd'hui, qui disent vont remplacer les gens là, avaient 3 ans quand Paul Biya arrive au pouvoir. Et le Cameroun commence pour eux peut-être en 95. Mais en 95, le Cameroun a déjà, je crois, 35 ans. Et j'ai vécu ça. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin du tremplin d'une génération intermédiaire qui a été broyée par le système actuel. Parce que nous, on nous a volé notre position. On voit les petits enfants qui veulent être président. C'était notre époque, on a volé ça. Mais quand nous avons joué le rôle de tremplin. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sans ambition. Sans ambition. Nous voulons jouer sur notre transversal, entre les générations, qu'on sait d'instrumentaliser les jeunes. Oui. Bon, on a montré ici tout à l'heure des routes complètement foutues, pourries, mais il y a aussi des belles routes au Cameroun qui ont été faites par le régime en place. Il y a des choses qui ont été faites, mais il faut aussi qu'ils ont de temps en temps montrent ces routes-là, en même temps qu'ils montrent les routes aussi qui sont gâtées, pour qu'effectivement, qu'on sait d'instrumentaliser les jeunes et que nous autres qui avons le travail d'apaisement, le travail de médiation à effectuer, que les médias nous aident effectivement à le faire, que les enfants ne croient pas qu'ils sont dans le noir et l'enfer absolu, mais qu'ils sachent que ceux qui sont au pouvoir sachent qu'ils ont été rattrapés par une trop longue présence à la tête de l'État. D'où la nécessité de l'alternance que nous demandons pacifique. Ce n'est pas des étrangers qui s'exprimaient, ce sont des Camerounais qui s'exprimaient. Ils exprimaient leur mal-être. Je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Et d'ailleurs, vous savez que moi, je ne fais pas la langue de bois. Je dis qu'il faut également que les gens sachent qu'il y a un Cameroun qui évolue dans les villages. Ça, c'est vrai. Bameki, Mbamenoubou, partout. Justement, il est en 30 secondes. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Non. Pour sortir. Deux choses. Je vais relier deux choses. Rapidement. Tout à l'heure, il a dit, dans l'un de ses propos, nous avons des lois suffisamment sophistiquées. Maître Biga a renchéri en disant, le problème c'est l'applicabilité et la difficulté à mettre en pratique tous les éléments qui structurent la décentralisation, si tant est qu'il y a certaines dispositions qu'il faut améliorer. Aujourd'hui, le coordonnateur général, mouvement progressiste, propose le fédéralisme. Ce n'est pas ex nihilo. Je rappelle que j'étais sur un plateau de télévision en 2011 avec Maître Biga, si la bonne souvenance, et nous parlions à l'époque du fédéralisme. C'est la malgouvernance qui a mené nos frères de cette zone-là à la situation où ils sont. Et donc, le débat inclusif dont tout à l'heure Jean-Marie Lundou a soulevé semble être court terme, très court terme, le premier pas, mais il va sans dire que derrière ça, l'application des textes sophistiqués, comme il a dit, a besoin des hommes nouveaux. Et je terminerai pour dire que
Maître Biga, regardons-le dans les yeux. Comment nous pouvons prendre une ordonnance de 74 qui encadre l'ordonnateur du budget de l'État, vous êtes bien placé de le dire, qui encadre l'activité du receveur municipal, 1974, où le budget du Cameroun était de 88 milliards, pour gérer aujourd'hui 5250 milliards. C'est pour ça que la fortune publique est devenue un passoire. Merci Hélène Zipan, merci Joseph-Marie Lundou. Merci également. Merci Maître Joseph-Claude Bilega, merci Elie Tchema. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette haute édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Massangam.